Comment la région de Kherson a-t-elle vécu la catastrophe écologique suite à l'explosion du barrage Kakhovka? Pourquoi plusieurs observateurs internationaux ont hésité avant d'accuser directement la Russie? Que peut-on dire de la contre-offensive ukrainienne sur le terrain et comment la société ukrainienne change-t-elle face à la guerre? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Camille Magnard, journaliste à Radio France. Camille connaît l'Ukraine depuis 2008 et s'est rendue dans la région de Kherson après l'explosion du barrage à Kakhovka pour le travail sur le terrain. Bonjour Camille, je suis très heureuse de t'accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu es actuellement en Ukraine et ceci depuis plusieurs semaines déjà, presque 2 mois. Tu es journaliste de la radio et tu connais très bien le pays depuis plus de 10 ans. Depuis 2008, oui. 2008, ça fait 15 ans déjà. C'est ça. Actuellement, tu es en mission et tu es arrivé au moment extrêmement dur pour l'Ukraine, notamment après l'explosion du barrage à Kakhovka, après cette grande inondation de toute une région de Kherson. Tu as pu te rendre sur place pour témoigner. Alors, ma première question, bien sûr, elle va toucher à cela. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as pu voir dans la région touchée par cette catastrophe? Alors moi, j'ai décidé de partir. J'étais à Kiev, donc où je suis basé pour Radio France. J'ai pu partir très vite dès le mardi soir, au jour de l'explosion du barrage. J'ai pris le train de nuit et je suis parti à Mykolaïv. On était vraiment dans les premiers temps et c'est vrai qu'on avait du mal à cerner l'ampleur, l'échelle de cette catastrophe qui était donc générée par la destruction du barrage. Moi, je suis resté à Mykolaïv la première journée et mon but, c'était d'être à la gare et d'observer un peu, d'essayer de comprendre ce qui se passait au niveau des évacuations, parce que les autorités ukrainiennes avaient annoncé très vite des évacuations d'ampleur, des dizaines de milliers de personnes qu'il allait falloir évacuer très vite, et on avait du mal à saisir exactement ce qui se passait réellement. Et c'est là, à Mykolaïv, avec les organisations humanitaires, avec les organisations internationales qui étaient là pour accueillir les évacués, qu'on s'est rendu compte déjà, une des choses un peu qui ressort, c'est que les gens ne voulaient pas forcément être évacués et que même s'ils avaient les pieds dans l'eau, même si des milliers de maisons avaient été détruites, les gens n'étaient pas forcément partis, en tout cas pas par les canaux officiels, et que les trains qui arrivaient et qui étaient censés pouvoir ramener des personnes qui voulaient être évacuées étaient plutôt vides. En tout cas, quelques wagons avaient été mis à disposition et puis il y avait une dizaine de personnes par train, donc les organisations internationales qui étaient là, les fondations caritatives ukrainiennes qui sont mobilisées tout de suite. Et ça, c'était quelque chose de très impressionnant dans toute cette séquence de Kherson et des inondations. Étaient un peu surprises de voir si peu de gens arriver. Donc ça, c'était la première journée. Du coup, on comprend pas bien qu'est-ce qui se passe exactement, quelle est l'ampleur de tout ce qui est en train de se faire, mais ça n'est que le début. Et très vite, il faut aller voir sur place à Kherson, essayer vraiment de comprendre de quoi on parle. On a vu des images, mais notre travail, c'est d'aller sur place et d'essayer de se rendre compte par nos propres moyens de la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est très difficile d'avoir accès aux zones vraiment les plus inondées qui sont sur le Dniepr, parce que c'est la zone de front, c'est la zone de contact entre les Russes sur la rive gauche et les Ukrainiens sur la rive droite. Donc, bien sûr, question de sécurité, on ne permet pas d'approcher. Et les journalistes et les humanitaires sont un peu cantonnés sur les quartiers de Kherson ou en face du quartier de Korabel,
qui est inondée. Là, on peut travailler, mais on est beaucoup de journalistes et on se retrouve le jeudi, donc 2 jours après l'explosion du pont, dans une Kherson c'est la réalité quotidienne de la ville et de la région qui est bombardée, pilonnée très régulièrement par l'artillerie russe, et on se retrouve à ce moment-là en face du pont inondé de Korabel, sous les obus russes qui tombent précisément à l'endroit où les secours s'organisent. Et d'ailleurs, et ça on l'a appris dans la journée, où Volodymyr Zelensky était venu faire une visite rapide et s'était fait prendre en photo avec les secouristes, l'armée et des rescapés des inondations le matin même. Concernant ce que tu as dit par rapport à la non-volonté des gens de partir, de quitter la zone inondée, pour remettre des choses dans le contexte, il s'agit bien des populations qui ont déjà survécu à 2 drames. Donc d'abord le drame, le traumatisme de l'occupation qui avait duré plus de 8 mois jusqu'à novembre 2022. Ensuite, tout de suite après libération, ce sont des mêmes populations qui ont été bombardées en permanence à partir de novembre jusqu'à l'été 2023 et qui ne sont pas partis. Donc l'eau qui arrive, c'est le 3e désastre qui leur arrive à une distance de moins d'une année, un peu plus d'une année déjà. Donc ce sont des gens qui s'accrochent pour à ces terres, à leur maison, à leur région, ceux qui ne sont pas, qui paniquent pas parce que ils sont... C'est ça qui était impressionnant et c'est vraiment ça que j'ai essayé de montrer dans les reportages, parce qu'on l'a senti très vite dans les témoignages que les gens nous apportaient, cette détermination à rester. Alors à la fois une forme de fatalisme en disant, vu tout ce qu'on a subi déjà, finalement, c'est pas un peu d'eau qui va dans nos maisons, ou beaucoup d'eau qui va nous faire partir. Alors c'était un peu ambivalent parce que les autorités ukrainiennes sur place essayaient de pousser les gens à partir plutôt, à évacuer, en disant, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas juste de l'eau dans votre maison qui va repartir dans 2 jours. C'est une catastrophe de grande ampleur, écologique, environnementale, et les conséquences vont être beaucoup plus sur le long terme que ça. Mais c'est vrai que les gens disaient, nous, en fait, avec tout ce qu'on a enduré, comme tu l'as dit, on va essayer de rester. Et puis aussi, cette phrase qu'on a entendue, les gens nous disaient, en fait, c'est une nouvelle... un nouvel aspect de l'agression russe qui essaye de nous atteindre. Ils ont essayé par le ciel, ils ont essayé par la terre, ils nous ont occupés, et maintenant ils essayent par l'eau, et on va pas se laisser faire et se laisser chasser de nos terres comme ça, quoi. Là, et avec toi, on parle au moment où on reçoit plus d'informations sur l'éventuel, donc le fait que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est éventuellement minée davantage, et donc les risques d'une catastrophe encore plus grande nucléaire sont aussi là. Qu'est-ce que tu as pu voir concernant la mobilisation de la société ukrainienne, parce que nous avons tous vu des images des volontaires de 4 coins de l'Ukraine qui se précipitaient vers le lieu pour essayer d'aider, que ce soit avec les bateaux gonflables, que ce soit avec l'aide humanitaire. Donc c'était un grand chaos. En quelque sorte, qu'est-ce que tu as vu sur place ? Alors ça, c'est vraiment un des aspects aussi très impressionnants. Moi, je n'avais pas eu l'occasion de le voir parce que j'étais pas sur des moments de crise vraiment très importants depuis les 16 mois de l'invasion à grande échelle lancée par la Russie. Et là, on voit qu'il y a vraiment une mécanique de l'aide qui se déploie, quelque chose de très impressionnant, honnêtement, des moyens colossaux en aide alimentaire, en aide humanitaire. Tu parles des canaux pneumatiques, on a l'impression que tous les canaux du pays se sont retrouvés en quelques heures sur ces débarcadères de Korabel et de Kherson, et les gens, nous on en a vu arriver de partout, de toutes les régions, des petites équipes de gens déjà constitués, parce que ça fait un moment que ça dure, et je parlais de 16 mois, mais en fait bien sûr que c'est ça fait bien plus longtemps que les gens par la force des choses s'organisent et sont très efficaces pour arriver à se mobiliser, à apporter de l'aide là où elle doit être apportée. À ce moment-là, c'était donc Kherson, c'est toujours le cas d'ailleurs, qui a tiré cette chaîne comme ça d'énergie et de solidarité qui est vraiment très impressionnante. Après, on a parfois l'impression, parce qu'il y a cet effet de concentration un peu de l'aide sur des points très précis où les gens pouvaient travailler, où les secouristes pouvaient opérer. On a souvent l'impression que c'est
beaucoup, très vite et pas forcément d'une manière très coordonnée parce que c'est des initiatives souvent de petits groupes de personnes qui ont décidé de partir et qui viennent et qui essayent de se rendre utiles sur place. On a parlé aussi avec des secouristes, avec les gens de l'armée en leur disant mais est-ce que finalement tous ces gens qui arrivent de manière un peu désordonnée, est-ce que ça vous rend service ou est-ce que ça vous complique la tâche? On peut clairement poser la question parce que les opérations de secours c'est compliqué à organiser dans des conditions comme ça avec des inondations et ainsi de suite. Et les gens nous disaient non, en fait on a besoin d'eux aussi et on se répartit quand même sur le terrain de travail. Par exemple, les organisations citoyennes étaient beaucoup sur le secours aux animaux. Il y avait toute cette question qui était très, très chère aussi aux Ukrainiens de sauver un maximum d'animaux qui étaient là. Il y a des questions sanitaires aussi derrière parce que des cadavres d'animaux noyés qui se sont retrouvés dans le Dniepr et dans le delta du Dniepr, ça crée aussi des problèmes, des possibilités de problèmes sanitaires très graves derrière. Mais par exemple, on a vu beaucoup d'organisations qui se mobilisaient. Alors, les services de l'État étaient sur l'aide aux rescapés, aux sinistrés ou aux gens qui ne voulaient pas partir, à qui il fallait apporter par bateau dans leurs appartements inondés de quoi manger, de quoi survivre jusqu'à la décrue. Et donc les organisations étaient là en complément et finalement tout ça fonctionne. Mais c'est quelque chose que j'observe vraiment moi depuis que je suis là les 2 mois, la force de la société civile, de sa mobilisation, de l'initiative privée, individuelle ou en tout cas de petits collectifs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai vu... J'étais là, donc tu l'as dit, en 2008-2010, et c'est vraiment le truc qui vraiment qui s'est développé après 2013-2014 que j'observe aujourd'hui. Et après, forcément, on l'a dit, la force des choses de l'agression russe sous ses différentes formes, cette société qui est très structurée, très organisée, avec des donateurs, des fondations qui récoltent de l'argent, qui doivent ensuite montrer aussi à leurs donateurs qui sont dans les différentes régions qu'est-ce qu'ils font. Donc il faut beaucoup documenter aussi le travail de chacun sur le terrain. On a des organisations, c'est un peu troublant au début quand on arrive, on les voit qui se prennent en photo, qui se filment en train de tendre la main à un rescapé pour le faire monter dans le bateau ou à sauver des chiens ou à apporter de l'aide alimentaire. Et au début on se dit mais est-ce qu'ils font ça juste pour se montrer ou pour se donner bonne conscience? Mais en fait non, c'est aussi une façon de rendre aux donateurs, à tous ces gens qui donnent dans des cagnottes infinies, qui mobilisent des sommes folles dans le pays, leur montrer que l'argent est utilisé, que l'action de terrain, elle a lieu, elle est concrète, elle a des effets, elle fait ce qu'il faut au moment où il faut. Et donc voilà, c'est des réflexions comme ça qui m'ont traversé, qui m'ont bien fait comprendre un peu l'ampleur de ce qui se passe ici. Après, avec toutes les questions sur qu'est-ce qu'il va rester de cette place prépondérante, hyper forte que la société civile, que les ONG, que les organisations non gouvernementales ont prise dans l'organisation du pays. Qu'est-ce que par la suite ça va donner? L'État semble plutôt affaibli aussi par rapport à cette société civile qui vient clairement pallier ce que l'État, les organisations gouvernementales n'arrivent pas à faire dans le chaos de la guerre. Ils en font déjà beaucoup. Qu'est-ce que ça va faire un État plutôt affaibli par rapport à une société civile très puissante dans l'après-guerre, puisque tout le monde y pense après la victoire. Comment est-ce qu'on reconstruit un État ukrainien sur cette base d'un État plutôt affaibli et compensé par la société civile hyper puissante? C'est un grand débat en fait mené depuis 2014-2015. Est-ce que ça affaiblit l'État ou ça le complète son action? Donc les avis sont très différents, mais j'avais aussi rencontré des avis que cette complémentarité de la société civile et de l'État, ça peut être bénéfique pour les 2 côtés, puisque l'État n'a simplement pas des ressources pour sauver tout le monde, pour sauver tous les animaux, comme tu as bien dit, pour tout réparer, pour aider à tout et chacun. Et donc c'est après les petites initiatives qui font des images pour prouver, en fait, pour plus de visibilité de ce qu'ils font, puisque c'est aussi une société de confiance en quelque sorte, puisque tu peux donner si tu as confiance que cette personne ou cette organisation, ce petit groupe va vraiment se déplacer sur le terrain pour aider.
Tout ceci est important. Un autre aspect qui me paraît fondamental de cette tragédie du barrage de Kakhovka était aussi la réaction étrangère, internationale. Je me rappelle que pendant les 2 premiers jours, voire 3 premiers jours, il y avait beaucoup de directs, bien sûr, pour les médias étrangers. Et il y avait cette incertitude concernant le coupable, c'est-à-dire que plusieurs médias étrangers refusaient de dire clairement que ce sont bien les Russes qui ont fait exploser le barrage. Est-ce que essayer de développer des arguments, c'est dans quel intérêt? C'est dans l'intérêt de l'Ukraine ou de la Russie? C'était avec le temps, on voit de plus en plus d'affirmations que le coupable c'est bien la Russie. On voit de plus en plus de preuves aussi que étant donné que ce sont des troupes russes qui avaient l'accès au site, donc c'est eux qui pouvaient le faire exploser. Alors quelle était ta vision déjà en tant que journaliste sur le terrain? Et comment tu peux expliquer cette prise, un certain retard, dans la réaction? Alors pour illustrer ton propos, il y a cette anecdote qui m'est arrivée donc dans le 2e ou le 3e soir où j'étais donc à Mykolaïv couvrant Kherson dans la journée, puis rentrant à Mykolaïv pour monter les sujets et les diffuser le lendemain. Il y a un soir où j'ai dans un sujet dit la Russie a fait exploser le barrage de Kakhovka, et après avoir envoyé mon sujet au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par le rédacteur en chef de La Nuit à Paris qui me dit mais tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas de preuves, donc il faut que tu réenregistres ton commentaire pour être plus neutre et allusif, ce que j'ai fait parce que j'avais envie de dormir à un moment donné, et que voilà, c'était une discussion qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Très peu de temps après, il y a eu quand même des prises de position assez claires d'institutions européennes, notamment du Parlement européen, qui a voté en disant oui, clairement, l'agresseur russe est à l'origine de l'explosion. Donc ça nous a permis d'être un peu plus clair sur ces questions-là, mais ça reste encore assez compliqué. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est que derrière, ça nous oblige à avoir des tournures de phrases ou de parler de l'événement d'une manière qui, à mon avis, est hypocrite et qui ne correspond pas à la réalité, qui est de dire le pont a explosé, le pont a été détruit, avec des formules un peu neutres comme ça, qui laissent plus ou moins entendre à nos auditeurs que c'est quelque chose qui s'est passé par intervention magique ou divine ou naturelle, et puis qu'on retombe finalement dans un schéma d'inondation, de crue d'un fleuve qui inonde des maisons, mais on oublie un peu que c'est pas une catastrophe naturelle comme on peut en voir partout dans un monde de dérèglement climatique et de catastrophes naturelles. C'est pas ça qui s'est passé. C'est un pays qui a fait exploser un barrage et qui a créé des conséquences catastrophique dans un autre pays. Enfin, c'est journalistiquement parlant, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même replacer les choses. Alors bien sûr, les personnes qu'on rencontrait le disaient et nous permettaient aussi d'appuyer là-dessus et de rétablir les choses. Mais il y a toujours cette position de dire mais finalement, est-ce que ce serait pas les Ukrainiens qui auraient fait ça? C'est la guerre finalement, donc à la guerre comme à la guerre, tout est possible, et pourquoi les Ukrainiens, qui d'ailleurs à côté ne revendiquent pas toujours leurs actions, notamment dans les territoires occupés, quand ils... Mais c'est incomparable de dire que, par exemple, ce matin, l'Ukraine fait sauter un pont sur la route de la Crimée pour casser les chaînes logistiques russes et pour affaiblir l'occupant russe. L'Ukraine intervient sur son territoire pour le libérer avec la position de celui qui est agressé, qui est envahi par une puissance étrangère et qui essaye de récupérer ses territoires. Mettre sur un même point ce que fait l'Ukraine pour assurer son intégrité territoriale et libérer sa population, et ce que fait la Russie d'un autre côté pour l'envahir et mener cette agression en rupture de toutes les règles internationales. Moi, c'est une espèce d'objectivité ou d'équilibre qui souvent me pose problème. Oui, tout à fait. Si on prend un sujet plus large que la région de Kherson, qui reste la région qui a beaucoup souffert dans les semaines qui ont précédé, mais tu t'es de retour d'une manière assez longue, donc 2 mois que tu passes en Ukraine après une petite pause quand même. Quelle était tes premières réactions par rapport au pays que tu découvres après cette absence? Quelle évolution majeure qui t'ont frappé, qui t'ont surpris, qui t'ont fait réfléchir à des choses
choses? Comment la guerre change-t-elle la société que tu connais bien? Alors la guerre et puis ce qu'il y a eu avant. Moi j'étais là entre 2008 et 2010, c'est-à-dire entre la révolution orange et la révolution de Maïdan 2014. Donc souvent on m'a dit mais en fait t'étais à une période où il se passait rien, c'est nul en fait. Et puis en fait on essaye d'expliquer que les choses se passaient, qu'il y a eu une première étape, qu'il y a eu un entre-deux, qu'il y a eu la révolution orange qui finalement voilà n'a pas les leaders qui en sont sortis n'ont pas fait leurs preuves et réussi à porter tout l'élan de ce qui était né sur Maïdan à ce moment-là. Et puis finalement Yanukovych revient au pouvoir en 2010 et puis finalement ça aboutit à 2013-2014. Tout ça finalement est un processus et une révolution c'est pas une révolution mais c'est ce que vit l'Ukraine depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, et puis je pense qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 2014, on a commencé à comprendre ça chez nous à l'Ouest. Et moi, j'ai suivi ça. Bien sûr que j'ai pas pu revenir en Ukraine pour plein de raisons jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2022. J'ai suivi, bien sûr, par les amis et mon intérêt toujours pour l'Ukraine, ce qui se passait, mais je n'avais pas vu, en fait, de mes propres yeux, cette société ukrainienne dans son évolution. Et j'étais vraiment frappé par le basculement qu'il y a eu dans les institutions, dans le rajeunissement des élites, dans le changement de génération qui est assez fort, dans le changement dans les mentalités, l'ouverture qui s'est vraiment concrétisée avec l'Europe en particulier, avec toutes les décisions qui étaient encore en balance quand moi j'étais là sur les régimes sans visa, sur les possibilités de bouger, sur l'ouverture des marchés économiques. Et tout ça, en fait, on en voit aujourd'hui les effets. Et moi, je suis vraiment surpris par la façon dont la société ukrainienne, qui était encore très peu émancipée au moment où je l'ai vu, où c'était encore très compliqué par rapport au carcan de l'ancienne société soviétique, même dans le visage qu'offre aujourd'hui une ville comme Kiev, il y a eu des changements qui sont incroyables. Et puis les modes de vie, justement, se sont adaptés. Et j'ai un ami journaliste, reporter, photographe aussi, avec qui je parlais de ça et qui connaît bien l'Ukraine aussi, qui m'a dit « Ah, t'as vu comme ça a changé ? Il y a vraiment plein de restaurants maintenant, c'était pas comme ça à l'époque. » Et je lui dis « Ah oui, c'est une des choses qui a changé, mais c'est tellement plus large que ça, mais c'est en même temps un symbole. Mais il y a une ouverture à l'initiative, justement, individuelle, dont on a parlé avec finalement aussi le poids de la société civile. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a frappé, parce que j'ai vu aussi que les gens étaient différents dans la façon dont ils se positionnent par rapport au monde, dont ils pensent, et que c'était pas seulement des grandes batailles géopolitiques imposées ou des ficelles qui sont tirées par des gens au-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui est vécu par les gens très fortement, et pas seulement à Kiev ou dans les grandes villes qui ont beaucoup changé, mais aussi quand on va partout, même si les modes de vie n'ont pas forcément autant changé. Et on sent que dans les mentalités, il y a une demande de quelque chose d'autre, un horizon qui est là et qui change tout, quoi. Mmh. Et là, dire que la Grande Guerre, on appelle ça la Grande Guerre après le 24 février 2022, dure déjà plus de 15 mois, c'est une période extrêmement longue. Qui dit guerre, dit aussi une société traumatisée. Donc tu arrives dans une société qui est aussi très différente par rapport à ce que la société ukrainienne était avant la guerre. Est-ce que toi, comme journaliste, tu croises beaucoup de gens dans des milieux très, très différents, politiques, économiques, société civile, autres, tu voyages, tu as vu plusieurs régions. Est-ce que tu constates qu'il y ait des choses qui portent le signe de trauma, en fait, de la guerre à l'intérieur de la société qui continue à résister face à l'agression russe? Oui, il y a toujours cette fameuse résilience dont on parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de fatigue, d'usure, de stress accumulé. Moi, je l'ai vu parce que je suis arrivé aussi bien avant Kharkovka et tout ça. Il y a eu le début du mois de mai et cet enchaînement de frappes russes massives, intensives, ces missiles d'une puissance encore qu'on avait jamais vu, qui sont arrivés et qu'il a fallu repousser. Alors bien sûr, la défense antiaérienne à Kiev est impressionnante, mais il y a eu un retour comme ça un peu en arrière, j'ai l'impression, pour les habitants, de se rendre compte à nouveau que cette menace-là était là, que la nuit on dormait
dormait pas, que tout ça s'accumulait et a donné un coup sur le crâne un peu à tout le monde après une période un peu d'accalmie. J'ai eu l'impression dans les mois précédents. Donc ça a été, j'ai bien senti à ce moment-là que des choses remontaient et que les gens étaient de nouveau très très stressés, très angoissés. La perspective de repartir à l'assaut, de la contre-offensive a porté tout le monde. Et puis aussi, on voit maintenant quand même une fatigue où les gens n'ont plus forcément envie j'ai l'impression de suivre ça de très près. On dit voilà, il faut le faire, on va le faire. Et puis advienne que pourra, la confiance est toujours là, je pense, dans l'armée, mais bien sûr que les blessures sont là, les familles ont toutes été touchées et vont continuer à l'être certainement par les morts, par les blessés, les gens qui reviennent. Ça, c'est un sujet aussi, comment on gère le retour des soldats. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé aussi et qui pose pas mal de questions pour la société ukrainienne. Donc oui, bien sûr que les gens, comme tu l'as dit aussi sur les gens de Kherson, sont usés par tout ça. En même temps, je pense que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes, en tout cas, qui doutaient de la légitimité, de l'importance du choix qu'avait fait l'Ukraine et de la nécessité de défendre ce choix, quoi qu'il en coûte. Donc voilà, il n'y a pas d'abattement. Ça, c'est quelque chose qui est impressionnant, mais bien sûr que je sens autour de moi de la tension accumulée, de l'usure, de la fatigue, mais qui est toujours sous-tendue par cette détermination assez incroyable. Oui. La détermination de continuer jusqu'à la victoire, même si on comprend maintenant que le conflit, la guerre, elle est là pour longtemps, qu'elle ne va pas se terminer d'ici 2-3 semaines, comme on disait pendant des longs mois au départ. Je me rappelle encore, les espoirs un peu absurdes que ça puisse se terminer rapidement, et non. Mais en fait, on est à une période très spéciale de cette grande invasion russe, puisque la contre-offensive ukrainienne de laquelle on parlait pendant de longs mois, elle est enfin démarrée. En tout cas, on a vu un certain nombre de mouvements au sud, c'est-à-dire dans la région de Zaporizhzhia, mais aussi à l'est, aux alentours de la ville de Bakhmout, cette ville martyre qui a été complètement détruite par l'armée russe lors de l'offensive qui avait duré plusieurs mois. Et donc, la question de la contre-offensive est au cœur, sans doute, de toutes les interrogations, y compris des interrogations internationales. Quelle serait ta vision de ce qui se passe actuellement? Comment tu vois, d'après les témoignages, d'après les interlocuteurs que tu as, comment tu vois des choses actuellement? On est où dans cette contre-offensive et comment est-ce qu'on peut envisager les semaines et les mois et j'ose pas dire les années, mais qui nous attendent? Comme tu l'as dit toi-même, je pense qu'on a créé un narratif autour de l'attente de cette contre-offensive qui était complètement délirant. Enfin, moi, je me souviens de la frénésie des rédactions à mettre en scène justement cette attente, à commenter la moindre déclaration sur est-ce que ça va commencer, est-ce que ça a commencé, où ça va commencer. Et puis bien sûr que c'était impossible d'en dire plus parce que c'était le jeu aussi, la stratégie ukrainienne d'en dire le moins possible et de brouiller les pistes. Donc il y avait cette attente qu'on ressent aussi, comme tu l'as dit, dans la société ukrainienne, parce que c'était la perspective, c'était ce qui allait nous permettre de nous relancer, de repartir un peu avec des perspectives positives. Et bien sûr qu'on se rend compte mais on l'a dit, on a essayé de le dire, mais on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre en général, que ça n'allait pas se passer en un claquement de doigts et qu'on serait en 3 semaines à Mélitopol pour manger les cerises qui seraient mûres au début du mois de juin, quoi. Bien sûr que c'était pas ça, même si les gens avaient un peu envie d'y croire aussi. Donc aujourd'hui, on en est à ce qui se passe dans une guerre. Il y a des forces qui ont été déployées sur plusieurs points de contact avec les lignes russes, sur ces lignes, sur la région de Zaporizhzhia, entre Zaporizhzhia et Donetsk, où il y avait un front qui était très figé, qui était un front vraiment défensif, où l'artillerie de chaque côté, chaque jour, se renvoyait des obus, mais où finalement les lignes n'avaient pas bougé quasiment en 15 mois. Les Russes se sont fortifiés très clairement de leur côté, parce qu'ils ont eu le temps de le faire aussi dans cette
période d'attente. Et les Ukrainiens maintenant essayent de sonder un peu, d'avancer comme ça dans différents points pour savoir où pourraient être des points de fragilité. Je pense qu'on en est vraiment qu'au début de la contre-offensive, dans le sens où on est sur une période de reconnaissance, de tests, et puis une fois peut-être que des brèches sont ouvertes, on va pouvoir, avec toutes les forces qui sont derrière, aller pousser et créer un vrai passage vers les territoires occupés à libérer. Donc voilà, c'est vraiment que le début. A priori, les forces engagées sont assez limitées par rapport à ce que l'Ukraine a rassemblé, en munitions aussi, en armes. Donc bien sûr que c'est pas parce que en quelques jours, les lignes russes seraient tombées et puis seraient en débâcle. C'est bien sûr que ce scénario-là n'a jamais été vraiment envisagé, même si c'est des choses qu'on a pu voir l'année dernière, que ce soit du côté de Kharkiv ou du côté de Kherson. Donc bien sûr que c'était aussi un scénario, et que je pense que les Ukrainiens ont voulu croire que ça pourrait se passer comme ça. Pour l'instant, c'est pas ce qui se passe, mais on n'a pas de recul. C'est 2-3 semaines. Enfin, il y a eu aussi beaucoup de combats autour de Kharkiv et de Kherson avant que les Russes finalement abandonnent une partie du terrain, quoi. C'est vrai. Et donc, il y avait aussi cette attente-là, parce que tout le monde pense à cette fameuse opération de Kharkiv qui a pu libérer vraiment beaucoup de territoires en quelques jours, semaines seulement. Donc, septembre 2022. Après, à Kherson, ça a pris plus de temps, mais les Russes sont partis comme ça du jour au lendemain de la rive. Je crois que l'idée, il y a quand même cette idée d'arriver à isoler une partie des forces d'occupation, notamment du côté du Dniepr et de Kherson, pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes que de toute façon ils sont coincés, ils ne pourront rien faire, et qu'ils partent d'eux-mêmes. Et puis pour la Crimée, il y a toujours cette idée aussi de se dire, si on isole la Crimée, si on coupe toutes les chaînes logistiques, à un moment donné, ils n'auront pas d'autre choix que de partir. Je suis pas trop convaincu, mais j'espère que ça peut se terminer comme ça. C'est ça le projet. Peut-être, voilà, on ne sait pas si c'est ça le projet, mais on espère qu'il y aura une solution militaire ou politico-militaire pour libérer les territoires. C'est un terme d'ailleurs, moi, que j'entends, le geste de bonne volonté. Oui. Qui est un terme qui est utilisé, et utiliser des termes comme ça en imaginant que... Alors ça veut dire justement que les Russes partiraient d'eux-mêmes, considérant que la situation est trop critique pour eux, mais ce terme de geste de bonne volonté est assez ambigu, parce que attendre de la bonne volonté de l'agresseur russe, ça paraît quand même très... C'est une expression que les Russes ont utilisée eux-mêmes pour parler, si je ne me trompe pas, pour la première fois de l'île du Serpent. Ils ont utilisé cette expression pour justifier pourquoi ils sont partis de cette île, donc un geste de bonne volonté. Alors après, cette formule est reprise ironiquement par les Ukrainiens pour dire que voilà, les agresseurs les préparent à leur geste de bonne volonté pour enfin libérer les territoires. Mais à la fois, il y a la question du temps, elle est sans doute centrale dans cette opération de contre-offensive ukrainienne. On sait que les troupes russes n'ont pas perdu leur temps entre l'automne 2022 et l'été 2023 où nous nous trouvons. En fait, ils ont utilisé tout le temps pour préparer les lignes de défense, aussi pour miner les territoires, ce qui était évoqué dans les jours précédents par Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, quand il a dit que la contre-offensive, ce n'est pas un film de Hollywood. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Et donc, ce que nous entendons aussi de la part des soldats, des militaires ukrainiens, qui disent que oui, il est extrêmement difficile d'avancer, même avec les chars, les munitions occidentaux, parce que tout simplement, avec les envois de tout cet armement-là, nous avons perdu le temps précieux, et nous avons permis à l'ennemi de créer aussi des obstacles, en plus des obstacles pour l'armée ukrainienne d'avancer. Donc, il y a quand même donc il y a des défauts dans cette attitude occidentale, et je propose qu'on essaie de réfléchir ensemble sur ça, de ne pas provoquer l'agresseur, d'aller doucement, mais parfois, en faisant cela, on perd dans l'efficacité, puisqu'aujourd'hui, on a sans doute des centaines de chars et des voitures blindées, mais avec des mines qui sont sur place, il serait beaucoup plus difficile d'avancer aujourd'hui qu'à l'automne 2022. Oui, c'est principalement ça, la différence avec ces opérations de Kherson et Kharkiv dont on parlait, qui serait une espèce d'effet de surprise qui a pu jouer en faveur des Ukrainiens, qui étaient sans doute moins bien équipés, mais qui ont réussi à
à prendre à rebours les forces russes. Est-ce que on aurait pu aller beaucoup plus vite sur la livraison des armes occidentales? C'est difficile de se prononcer là-dessus, mais je vois bien que c'est clairement le discours de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine depuis des mois, de dire tout, en gros, tout ce que vous ne faites pas ou toutes les prudences que vous gardez par rapport à votre engagement à nos côtés, ben ça, c'est au final des vies de soldats ukrainiens qui vont être perdues. Et encore aujourd'hui, quand on parle de les moyens de la suprématie aérienne au-dessus du front, c'est ce que dit l'Ukraine, et certainement a raison de dire si on n'a pas ces armes, c'est pas juste est-ce qu'on est co-belligérant ou pas, comment la Russie va-t-elle réagir si on donne des avions F-16 à l'Ukraine. En l'occurrence, là, on n'est plus dans ce registre-là. On est sur, voilà, il y a des vies humaines qui vont être mises en danger, qui vont être perdues par milliers certainement, parce qu'on n'aura pas eu ça à temps. Est-ce qu'il aurait fallu repousser encore plus la contre-offensive? Ça paraît compliqué, parce que comme tu l'as dit, tout le délai qui était donné aux Russes leur a permis de consolider leur position. Donc c'est un sujet très très complexe. Moi je vois aussi les choses de la part du point de vue des sociétés occidentales et voilà, ouest européennes, et c'est compliqué quand même même si l'on sait que voilà, l'Ukraine se bat pour l'avenir de l'Europe et pour la sécurité européenne, et de mettre toutes nos armes sur ce front-là. Enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même énormément d'armes qui sont parties des chaînes de production ou des arsenaux pour venir ici. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? C'est peut-être toi qui vas me le dire. Plus vite, en tout cas, peut-être, oui. C'est ça. Oui, peut-être plus vite, voilà, parce que le temps, pendant la guerre, on découvre en le faisant. On ne le savait pas d'avance. C'est impossible de savoir des choses par avance, puisque surtout que l'Ukraine était heureusement un pays qui n'avait pas d'expérience de guerre pendant des longues décennies. Donc, ce qu'on découvre après 2014, on découvre en le faisant, en faisant la guerre. Donc, c'était impossible de savoir. Mais là, maintenant, on voit que le temps, il joue. On avait l'habitude de dire, il y a un an, que le temps joue contre la Russie, puisqu'il y a les situations qui s'empirent, puisqu'il y a les sanctions économiques, parce que le gaz, l'Europe n'est plus dépendante du gaz, parce que les sanctions, parce que ça étouffe l'économie, puisque l'armée, en termes de chars, moderne, était quand même très blessée, après l'opération de Kiev, Tchernigiv, Soumy, après voilà, l'opération de Kharkiv et Kherson, donc que le temps jouait en faveur de l'Ukraine. Donc on avait cette impression-là, mais là on découvre que c'est pas si clair que ça, puisque le temps, l'agresseur, il perd pas le temps non plus. Et donc la résolution de persévérer, de continuer cette agression, elle est toujours là. Poutine n'est pas prêt à céder à 1 millimètre de l'Ukraine. Donc la volonté politique de continuer l'agression coûte que coûte est là, et que la force de résistance même de l'économie russe, elle est suffisamment forte pour durer encore longtemps. Et donc il y a force militaire plus force politique, et on comptait beaucoup aussi sur la mobilisation annoncée par Poutine en septembre 2022. On se disait que sans doute ça allait créer des problèmes à l'intérieur de la société, sans doute que une partie en tout cas allait se révolter. Finalement, nous avons vu que ça n'a pas marché dans son sens. Ça a marché uniquement dans le sens que 2 millions de Russes sont partis à l'étranger sans faire grand bruit, sans faire grande manifestation, et sans impact réel sur la situation politique et militaire, malheureusement. Et donc après, on voit des pays tels l'Iran, par exemple, le Corée du Nord, qui peuvent vivre sous sanctions, avec sanctions pendant des décennies, et donc continuer leur politique, et ça ne les fait pas changer de politique. Donc tout ceci pose énormément de questions. Ça pose des questions sur notre compréhension de la société russe et toutes les erreurs qu'on a pu faire en se disant ça va les affaiblir à court terme, alors qu'en fait, que ce soit les sanctions, que ce soit l'isolement finalement qui n'est pas du tout si réel que ça, et la réaction de la société russe aussi, tout ça finalement, on a l'impression qu'on est quand même tombé un petit peu à côté de la plaque. Et peut-être que voilà, c'est sur du plus long terme que c'est des choses qui peuvent agir, mais l'Ukraine n'a pas le temps du long terme, comme tu le dis, et
et que plus on va aller dans un conflit, là, Zelensky disait, nous ne voulons pas d'un conflit gelé parce que c'est la dernière chose qui pourrait servir les intérêts russes. On l'a bien vu ces dernières décennies sur les autres conflits gelés qu'ils ont imposés dans d'autres pays en ex-URSS. Donc bien sûr que il y a plein de choses qu'on a mal compris dès le départ, et je pense qu'on a mal aussi. Je pense que tu disais l'Ukraine n'a pas l'expérience de la guerre, mais est-ce que l'Europe avait l'expérience de la guerre? Est-ce qu'on ne vivait pas? Moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé en vivant ici et en voyant comment fonctionnaient aussi les Russes par rapport à leurs voisins, dont l'Ukraine bien sûr, que ce pays-là vivait toujours dans l'idée de la guerre très présente et très réelle, et se préparait à la guerre comme une éventualité très, voilà, comme ils l'ont fait en Géorgie. Et moi, j'avais l'impression, en revenant en Europe, je me dis, on vit dans un monde de paix ou d'entente, où tout va bien et où il n'y a plus de guerre. On a des armées, mais bon, voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui savent mener des guerres et qui comprennent ce que c'est que la guerre? Même dans la réaction qu'on a eue dans les médias, parler de la guerre dans un temps très court, en imaginant que les choses se passaient comme ça, en quelques semaines, c'était réglé. Enfin, non. Enfin, si on se replonge dans qu'est-ce que c'est que les guerres qu'on a connues sur le continent européen ces derniers siècles, bien sûr que c'est pas ça. L'expérience de la guerre, on l'a perdu nous aussi, et je pense qu'aujourd'hui ça nous revient dans la face, le fait qu'on s'est éloigné de cette idée de la guerre, et c'est très agréable, et d'imaginer qu'on peut vivre dans un monde en paix et en harmonie, mais qu'en fait quand le voisin à côté n'est pas de cet avis-là, il y a forcément un moment où la guerre elle revient comme on le voit aujourd'hui. Oui, et on revient au XXIe siècle, là où, a priori, il ne devrait pas avoir des guerres, en tout cas pas de guerres réelles comme ça, avec exploitation de chars, des voitures blindées, des avions, des missiles en quantité énormissime, etc. Ma dernière question à toi va concerner plutôt le monde occidental, et la France sans doute en particulier, parce que tu habites aussi en France, tu vois l'évolution de l'opinion publique, et donc la question est toute simple: est-ce que, à ton avis, il y a un changement de principe, s'il y a un lieu pour ce changement de principe dans l'opinion publique par rapport à ce qui se passe ici dans cette géographie? Parce qu'il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, il y avait très peu de visibilité internationale à l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, malgré toutes les hésitations qu'on voit par-ci par-là dans les déclarations des hommes et femmes politiques, on a l'impression de voir quand même une certaine résolution, une certaine idée que ce combat est important non seulement pour l'Ukraine, il est aussi important pour l'Europe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas pour la France? Et quels facteurs peuvent remettre en question cette volonté d'aider l'Ukraine dans les semaines, comme on dit, mois, et sans doute aussi, on ne peut pas exclure les années qui viennent? Alors moi qui ai été en Ukraine et qui ai essayé de faire connaître l'Ukraine entre 2008 et 2010, à une période où vraiment l'existence même et la spécificité de l'Ukraine en tant que pays, en tant que nation, n'était pas du tout acquise dans l'opinion majoritaire française, je vois qu'aujourd'hui, il aura fallu malheureusement cette invasion et cette guerre à grande échelle pour vraiment ancrer dans la carte mentale de l'Europe le fait que l'Ukraine était légitime à être un pays, qu'elle avait une culture, qu'elle avait une langue, qu'elle avait tout ce qui fait normalement, selon nos critères, qu'un peuple a le droit de disposer de lui-même et de choisir son existence. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même assez ancré maintenant, et il y a plus la façon dont moi on me répondait quand je parlais de l'Ukraine il y a 15 ans. On disait oui, c'est une région de la Russie, quoi. Qu'est-ce que vous nous embêtez? Et donc je pense que ça, c'est quand même par la force des choses, encore une fois, quelque chose qui s'est imposé, parce que il y a tout un travail qui est fait sur dire nous les Ukrainiens, on a des auteurs, on a des artistes, on a une culture, on a des particularités, et puis l'histoire qu'on vous a appris, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé, et que il y a toute une relecture impérialiste et coloniale de la réalité de ce que l'Ukraine a vécu ces derniers siècles. Donc ça, c'est quelque chose qui quand même infuse et qui n'est pas remis en cause, je pense, en question par le long terme dans lequel la guerre s'installe. Après, sur le soutien même, moi, je ressens pas forcément de grandes critiques sur tout ça, même si bien sûr qu'il y en a, bien sûr que si tu tapes Zelensky sur Twitter, tu vas tomber principalement sur des gens qui sont des trolls qui disent tout le mal qu'ils peuvent de l'OTAN et de Zelensky et de l'Ukraine. Bien sûr, après je suis pas sûr que pour l'instant ils aient réussi à
imposer leurs idées dans l'opinion dominante française. Le fait que la France soit quand même engagée de manière... Voilà, nous on est là, Radio France, radio publique payée par les impôts, et on est l'un des seuls médias à avoir un bureau ici et à garder des journalistes et à continuer à parler de l'Ukraine tous les jours. C'est un choix aussi qui est un choix de la politique française d'une certaine manière, même si Radio France n'est pas une radio de l'État qui est soumise au diktat du Quai d'Orsay, mais il y a quand même, ça correspond quand même à l'idée que voilà, il faut qu'on reste, c'est important, et Radio France est engagé aussi d'une certaine manière dans sa couverture médiatique pour qu'on oublie l'Ukraine, quoi. Alors bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde et qu'on en parle aussi, mais voilà, c'est tout un travail aussi pour ne pas faire oublier ça. On voit que l'accueil des réfugiés ukrainiens en France n'a pas créé de problème majeur. Ça pourrait être aussi une brèche dans laquelle des tensions pourraient s'installer. Pour l'instant, tout ça, bien sûr qu'il y a eu des questions sur pourquoi on le fait pour les Ukrainiens et on le fait pas pour plein d'autres, et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, il faudrait le faire pour tout le monde. Mais voilà, je pense que il y a toujours cette vision de la légitimité du combat ukrainien et du combat qu'on peut, nous, avoir à différents niveaux aux côtés de l'Ukraine. Merci beaucoup Camille pour cet entretien, pour tes réponses tout à fait éclairantes, pour tes témoignages du terrain, ce qui est très précieux. On apprécie la présence de Radio France ici en Ukraine en continu, et merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Camille Magnard, journaliste à Radio France. Camille avait couvert l'actualité ukrainienne depuis 2008 et s'est rendue sur le terrain après l'explosion du barrage à Kakhovka. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.